Le regard vide. Le choc des obus pendant la Première Guerre mondiale. Le regard vide peut être défini simplement comme le regard perdu de quelqu'un qui en a trop vu. C'est une caractéristique des personnes ayant vécu la guerre et les zones de combat, et elle est généralement associée aux victimes du choc des obus, ou, selon la terminologie actuelle, du SSPT, syndrome de stress post-traumatique. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, la technologie et l'armement ont beaucoup progressé depuis l'époque de Napoléon. Les champs de bataille sont devenus plus meurtriers, avec des façons d'attaquer et de tuer l'ennemi plus variées et horribles, provoquant un traumatisme psychologique de masse, d'une ampleur inédite. La première mention connue du terme « choc des obus » est faite par le docteur et capitaine Charles S. Myers dans un rapport publié dans The Lancet en février 1915. Dans ce rapport, il étudie les cas de 3 jeunes soldats, 2 simples soldats et un caporal, et analyse leurs symptômes. À partir de là, une liste de symptômes courants, mais extrêmement variés du choc des obus fut établie, comprenant l'insomnie, l'anxiété, la peur, des visions et expériences traumatisantes, la manie, la confusion mentale, la perte de mémoire, les hallucinations et les délires, une psychose sévère, et dans certains cas, un effondrement mental complet ou un état de stupeur mentale. En plus de ces symptômes mentaux, des symptômes physiques ont également été recensés, tels que maux de tête, nausées et vertiges, regroupés sous le terme de neurasthénie. Le docteur William Aldrin Turner, en s'appuyant sur le rapport de Myers, a étudié ses propres observations dans les hôpitaux de base en France. Le docteur Turner a parlé de la neurasthénie et de l'impact de la violence extrême de la guerre sur l'individu. Il a souligné le lien entre les symptômes physiques et les troubles mentaux, identifiant clairement des cas où un choc mental entraînait des symptômes physiologiques, comme le mutisme sourd, qui persistait bien au-delà de ce qui aurait été attendu. Bien que 1915 marque la première mention écrite du choc des obus, on estime désormais qu'en décembre 1914, 7 à 10% des officiers britanniques et 3 à 4% des autres grades en souffraient déjà. Pour les cas de neurasthénie, Turner recommandait le repos et la convalescence à domicile, bien que la gravité du choc nerveux influençait ses préconisations. Les 3 hommes que Myers avait observés avaient tous été victimes d'explosions d'obus récentes, à proximité, et souffraient par la suite d'un état de confusion mentale. Mais Turner, ayant observé de nombreux soldats, sur une plus longue période, a pu établir davantage de distinction entre les différents types de chocs des obus, qu'il appelait « choc nerveux ». En fait, Turner pourrait avoir été le premier à reconnaître que ce n'était pas seulement les actes de guerre, comme une explosion proche ou un incident traumatique unique, qui provoquèrent ces chocs. Mais ce que Myers appelait l'usure générale pouvait avec le temps avoir un impact mental et aboutir à un état de choc des obus. Fait intéressant, Turner a également identifié que ce n'était pas simplement la guerre en soi qui en était la cause, mais que certaines conditions de guerre rendirent les cas de choc des obus plus probables que d'autres. Par exemple, Turner a observé que l'intensité des combats en première ligne jouait un rôle. Il a souligné qu'on recensait davantage de cas à la suite des violents affrontements en Flandre et autour d'Ypres que dans d'autres batailles. Ces premiers combats étaient notamment marqués par de lourds bombardements d'artillerie, ce qui pourrait en partie expliquer l'augmentation du nombre de cas. Quoi qu'il en soit, le choc des obus représentait une épidémie nouvelle et croissante pendant la Première Guerre mondiale, les médecins s'efforçant de comprendre ce phénomène inédit tout en traitant un nombre incalculable de soldats touchés en première ligne. Bien que les premiers rapports de Myers et Turner soient assez optimistes, affirmant que le rétablissement de ces soldats est favorable et probable, et qu'il suffisait le plus souvent de repos et de temps pour s'en remettre. Il s'est vite avéré que ce n'était pas vraiment le cas. En 1916, très peu de cas de choc des obus étaient retournés au front. Dans un hôpital de la Croix-Rouge, seulement 21% des soldats renvoyés en service reprenaient effectivement du service militaire. Gordon Holmes, neurologue consultant auprès des forces expéditionnaires britanniques, rapporta que les hôpitaux de base en France, là où les combats étaient les plus intenses, enregistrèrent des taux de retour au front de 30 à 40%, contre seulement 4 à 5% au Royaume-Uni. À mesure que les cas augmentaient, la compréhension semblait reculer, sans doute à cause de la panique face au nombre croissant de soldats concernés. Bien que des médecins comme Myers et Turner aient d'abord préconisé l'hypnothérapie et la psychothérapie pour traiter le choc des obus, au fil des ans, l'efficacité de ces méthodes fut remise en question. Le lieutenant-colonel Gordon Holmes remplaça Myers. Ces méthodes, plus alignées avec la volonté de l'armée britannique,
contribuèrent malheureusement à discréditer les récentes découvertes sur le choc des obus et à déclencher une série d'événements qui menèrent à la stigmatisation des malades. Notamment, ces rapports sur les taux de rechute étaient largement sous-estimés, ne tenant pas compte du nombre élevé d'hommes traités pour choc des obus, qui ne retournaient jamais au combat. Tristement, la croyance dominante au Royaume-Uni devint que le choc des obus était une faiblesse d'esprit et de caractère, rien de plus. Cette mentalité générale a probablement rendu le choc des obus très courant chez les soldats britanniques. Le public croyait beaucoup à des expressions comme « garder la tête haute » ou « nous sommes britanniques, on continue ». Ça a créé une sorte de rejet inconscient de tout problème mental. Malheureusement, les choses ne firent qu'empirer pour les victimes du choc des obus. Holmes ferma ensuite les centres de Myers dédiés au traitement de cette maladie et les réaffecta aux soldats atteints de maladies vénériennes. C'est en partie à lui que l'on doit la perception, qui dura des décennies, des victimes de guerre, réduisant le choc des obus à de la simple lâcheté ou à une faiblesse d'esprit. Même si son héritage ne lui fut pas favorable, il était en partie mérité, car ses actions à l'époque ont directement mené à certains traitements brutaux infligés aux patients. Par exemple, les cas les plus graves de névrose de guerre étaient envoyés dans des asiles ou des hôpitaux spécialisés, où les traitements allaient du raisonnable à l'inhumain. L'exemple le plus célèbre, ou tristement célèbre, reste le travail du docteur Lewis Yealand, dont les méthodes étaient déjà controversées à l'époque. Yealand croyait fermement au faradisme, l'utilisation de l'électricité à des fins thérapeutiques, un peu comme l'électroconvulsivothérapie, utilisée jusque dans les années 1980. Dans son ouvrage de 1918, Historical Disorders of Warfare, il documentait avec enthousiasme les traitements qu'il infligeait aux victimes de névrose de guerre, les qualifiant de réussite malgré leur barbarie. Une de ses méthodes principales consistait à appliquer des chocs électriques de force sur la gorge, le cou et les membres pendant d'horribles périodes prolongées, tout en insultant parfois verbalement le patient. Dans certains cas, il allait jusqu'à appliquer des plaques chauffantes sur la peau ou éteindre des cigarettes allumées sur la langue du patient. Ce que cela était censé guérir reste un mystère, mais Yealand était convaincu que ces méthodes étaient les bonnes. Les approches et traitements de la névrose de guerre varièrent énormément pendant la Première Guerre mondiale, et à la fin du conflit, aucun consensus médical clair n'avait émergé. Ce qui suivit, ce fut une souffrance silencieuse. Les soldats, incapables ou réticents à parler de leur névrose de guerre, confrontés au mépris et aux accusations de lâcheté, virent la compréhension de ce trouble stagner pendant la décennie qui suivit. La principale enquête fut le rapport Southborough, en 1922. Mais même dans ce document, les experts étaient profondément divisés sur les causes du choc des obus. Plutôt que d'aborder les difficultés à en définir les causes, le rapport préféra formuler des recommandations pour l'avenir et attribua l'origine du trouble à un manque de formation chez certains soldats. Peu importe les justifications et les enquêtes, le fait reste que, du moins pour l'armée britannique, les soldats souffrant du choc des obus pendant la Première Guerre mondiale étaient largement considérés comme des lâches, et dans de nombreux cas, ils étaient même fusillés sur le front. Même en mettant de côté le fait que beaucoup auraient flanché face à la guerre et à la mort certaine, ces hommes n'étaient pas des lâches, mais des malades confrontés chaque jour à une réalité atroce. Ils méritent reconnaissance et excuse pour la réputation injuste qu'ils ont héritée. Mais il fallut attendre 2006 pour qu'un pardon officiel soit accordé aux fusillés pour lâcheté pendant la Première Guerre mondiale et des décennies pour que les troubles mentaux soient enfin pris au sérieux.